psychocorporelle intégrée aux soins d'anesthésie et réanimation. Bonjour à tous, Alexandre Célestin, directeur du label Human First. Beaucoup d'entre vous doivent déjà le connaître, parce que je vois pas mal de représentants d'Institut Raphaël qui labellisé Human First, ainsi que de représentants du CET, de CEIT 2017. Donc le label Human First, c'est du coup le label de la santé intégrative. On a parlé de différents besoins depuis le début de cette conférence, notamment sur l'aspect patient et professionnels de santé. Ce qu'on a pu voir, c'est que les patients peuvent avoir du mal à s'orienter, je dirais, à trouver des acteurs qui soient compétents, dans un cadre sécurisé et même structuré, avec un parcours de soins identifié et les acteurs également proposés. Également, les professionnels de santé ne savent pas forcément à qui adresser leurs patients de manière détendue, sans avoir une arrière-pensée sur est-ce que cet interlocuteur, sur cette pratique, est compétent, va proposer le meilleur de sa pratique. Donc, pour faire un petit état des lieux, c'est ce qu'on a pu voir depuis le début, la santé intégrative est un domaine donc, émergent, c'est-à-dire encore nouveau, qui a encore besoin justement de visibilité, de communication, d'action un peu plus politique pour émerger convenablement. Ça représente schématiquement deux univers, l'univers de la médecine conventionnelle et des pratiques complémentaires, qui peut être critiquées d'une certaine façon, et avec des intervenants qui ne sont pas forcément en lien, qui communiquent facilement entre eux. D'où l'importance de la structuration et de la sécurisation qu'apporte le label, dont je vais parler plus en détail dans un instant. Également, on revient sur l'aspect de visibilité qui, je pense, est la clé pour faire émerger la santé intégrative et faire représenter tous ces soignants qui ont déjà proposé une structuration. Donc le label apporte différents... pourquoi se faire labelliser tout simplement? On va le faire comme ça. Ça permet d'identifier pour les patients les bons acteurs qui sont sécurisants, sécurisés, et pour les professionnels de santé d'identifier les collègues qui apportent une pratique efficace, efficiente. C'est également la reconnaissance d'un tiers, c'est-à-dire que l'organisme de labellisation n'est pas directement en lien avec une pratique ou une autre dans ce milieu-là, est complètement indépendant de ce secteur et apporte justement un aspect neutre par rapport à toutes les pratiques et tous les praticiens qui peuvent être représentés dans ce milieu-là. Et ça permet de promouvoir, bien entendu, les établissements faisant bénéficier d'une bonne pratique et d'une bonne qualité de soins. On voit donc dans les bénéfices, on peut voir la différenciation qu'apporte le label par rapport à une autre structure ou un autre labellisé, qui permet de fidéliser également ses collaborateurs, parce qu'on a pu apercevoir avec le premier labellisé un aspect RH, c'est-à-dire que les équipes ont tendance à rester plus longtemps dans la structure labellisée, avec du coup un turnover plus faible au niveau des praticiens. Également, ça permet de faire reconnaître sa qualité systémique et de justifier auprès de sa hiérarchie de son mode de fonctionnement. Ça, ce sera plus par rapport au CET 2017, par exemple, qui a pu justifier de certaines de ses actions auprès de sa hiérarchie avec ce label. Donc, le label a été structuré sur le modèle de la HAS. Il a été adapté, comme vous pouvez reconnaître au niveau des critères, il a été adapté à la santé intégrative en intervenant sur les critères principaux que sont les usagers, les soignants, le soin intégratif, la structure et son fonctionnement, et la société et l'environnement, avec une dimension plus RSE, une éco-conception des soins, qui a été notamment introduite grâce à Alliés Santé et Christine Diallo, que je ne vois pas. C'est un label qui, du coup, s'adapte à différents types de structures, à différents types d'organisations, que ce soit des réseaux comme le CPTS. En ce moment, il y a la CPTS Sud-28 qui se fait labelliser après avoir effectué plusieurs parcours de santé intégrative au sein de sa CPTS et qui justement veut démontrer auprès de ceux qui investissent dedans, c'est-à-dire la CPM et la RS, que ces parcours sont dans un cadre clair, sécurisé, avec de bons interlocuteurs et que ce modèle est reproductible. C'est l'objectif de la RS, de la CPTS et de la CPAL, c'est d'adapter aux autres CPTS déjà de ce département
Il y a également du coup donc, des structures entières comme l'Institut Raphaël, des services hospitaliers, les CETD en ce moment sont demandeurs à ce niveau-là, parce que ce sont souvent les premiers au sein d'un hôpital à promouvoir justement les pratiques complémentaires en même temps que la médecine conventionnelle. Et également les professionnels de santé, je dirais, isolés ou en libération. Actuellement, Eric en a parlé tout à l'heure, il y a également les pharmacies qui sont passées en pilote, donc le label devrait arriver d'ici décembre officiellement, et c'est la pharmacie d'Amsterdam qui est du coup de l'Europe qui est du coup le premier pilote là-dedans. Et prochainement les entreprises d'ici le premier trimestre 2023. Par rapport au label en lui-même, il y a 3 niveaux de labellisation correspondant à différents niveaux, parce que tous ne sont pas encore au même niveau en termes de santé intégrative et n'ont pas encore eu le même investissement pour différentes raisons. Donc ça permet de différencier justement les 3 catégories et labelliser. Pour l'aspect de sécurisation, vous pouvez le voir dans un schéma très simple du parcours lambda d'un candidat à la labellisation. Donc après un entretien préalable, c'est-à-dire que c'est un entretien qui se passe entre le candidat et Human First, tout simplement parce que s'il y a des éléments qui démontrent que définitivement le candidat ne peut pas rentrer dans cette labellisation, il sera mis de côté dès le début. Donc il sera précisé de faire un effort sur cette partie-là. Une fois qu'on rentre dans cette phase de labellisation, les premières introspectives du candidat avec une auto-évaluation, en fonction du référentiel correspondant à ce qu'il prétend avoir, c'est-à-dire de la référentiel structure, par exemple, on aura 45 critères, le référentiel professionnel de santé, on aura 35 indicateurs correspondant à leur pratique. Ensuite, il y aura le passage d'un auditeur indépendant et certifié qui vérifiera sur site les éléments de preuve avancés par le candidat à la labellisation. Et pour terminer, il y aura du coup le rapport que l'auditeur aura fourni à la commission de labellisation, constitué de 3 membres du comité scientifique United et d'un expert patient d'alliés santé. Très simplement, il y a un professeur de médecine, un médecin et un infirmier qui seront représentés pour les structures médicales. Et pour la label pharmacie, ce sera avec l'association CIFARM, avec Florian, que je vois là-haut, qui justement va intervenir dans la commission de labellisation, toujours avec le comité scientifique qui intervient pour assurer la validité. Le label, du coup, s'obtient pour 3 ans avec un audit à 18 mois de vérification. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a différents services et labellisation en cours dans différents domaines, en fonction justement des différents référentiels, de renforcement en fonction des pilotes et des candidatures. Là, on peut voir justement le témoignage de l'EHPAD à Brapa, qui est un EHPAD modèle, qui justement a été très content d'avoir cette labellisation au moment du scandale, qui a porté préjudice du coup à ce métier-là, et qui leur a permis notamment de retenir beaucoup de soignants au sein de leur institut, de par la promotion justement de tous les actes et de toutes les pratiques complémentaires que cette EHPAD propose en complément des actes conventionnels. Vous pouvez voir la cérémonie de remise du diplôme et de la passation entre l'ancienne directrice et la nouvelle, dans la continuité toujours de la santé intégrative. Merci. Merci à toi, Alexandre. On regardera les questions pour après, la deuxième présentation. Alors, je vais vous exposer le point de vue d'un soignant exerçant une spécialité médicale qui est l'anesthésie-réanimation, qui est une spécialité transversale et en fait d'emblée multidisciplinaire. Alors, favoriser la recherche en santé intégrative dans le domaine de l'anesthésie-réanimation, c'est bien évidemment de favoriser la recherche clinique pour donner des données probantes sur
sur l'apport de thérapies complémentaires intégrées aux soins d'anesthésie-réanimation. C'est aussi, me semble-t-il, favoriser la recherche fondamentale. On est très nourri par la recherche fondamentale, en particulier la physiologie, les recherches en physiologie intégrée qui sont très difficiles à mettre en place, et en neurosciences. On est très enrichi pour les pratiques complémentaires par les données neuroscientifiques qui nous sont proposées, et tout le domaine de l'exploration des interactions entre, par exemple, respiration et cerveau, entre respiration et système nerveux autonome, entre nature et cerveau, entre musique et cerveau, méditation et cerveau. Il y a beaucoup de données scientifiques qui nous nourrissent nos pratiques pour intégrer les pratiques complémentaires dans nos exercices médicaux. Favoriser, alors pour ce qui est des données médicales et scientifiques qu'il faut favoriser par la recherche, je pense aussi qu'un aspect important, c'est favoriser l'accès à ces données, c'est informer, communiquer. Alors c'est informer, communiquer les soignants d'abord, parce qu'on a une gamme de données médicales dans une spécialité qui est la mienne, anesthésie-réanimation, qui est extrêmement importante. Et en fait, je pense qu'il faut favoriser une culture qui est plus large que les données de recherche médicale dans une spécialité propre. Et puis pour les soignants, c'est favoriser l'accès public à ces données. Et il y a un gros travail qui est fait par, c'est le champ essentiellement d'informations dites vulgarisées, mais il y a beaucoup de revues scientifiques d'extrêmement bonne qualité, avec des journalistes scientifiques de très grande qualité, qui nous donnent de façon très rapide des données de la littérature scientifique et médicale, et qui nous les traduisent. Je pense que les soignants comme les soignés ont besoin de cette traduction et de cet accès rapide, et je pense que c'est un aspect important. Je pense à des revues comme Cerveau et Psychologie, mais plein d'autres revues, comme des sites comme Futura, qui donnent beaucoup d'arguments, de connaissances qui sont extrêmement importants, et de connaissances larges qui sont extrêmement importants à l'intégration des pratiques complémentaires dans une spécialité médicale. Alors, structurer un parcours de soins en santé intégrative en anesthésie-réanimation, bien évidemment, cette spécialité s'adresse à des patients qui sont d'emblée dans un cadre de soins multidisciplinaires. Donc, en tant qu'anesthésiste réanimateur, on a cette habitude d'interagir avec de multiples spécialités. On a déjà cette dimension un peu multiculturelle médicale, mais je pense que l'anesthésie-réanimation, de façon assez paradoxale en fait, alors que c'est une spécialité qui est très pharmacologique, qui est très technique, a su précocement développer l'intégration de pratiques telles que l'hypnose, maintenant un peu la réalité virtuelle thérapeutique et d'autres pratiques non médicamenteuses, avec l'agrément de la Société française d'anesthésie-réanimation. Ça, c'est un point important, et Marc Galli, mon collègue, pourra en témoigner. Alors, le parcours de soins de l'opéré, eh bien, c'est un parcours qui est complexe à la fois sur le plan temporel et spatial. Et en fait, je m'intéresse avec d'autres collègues, bien évidemment, c'est développé depuis une vingtaine d'années l'intérêt d'une réhabilitation précoce, donc des aspects nutritionnels, de mobilisation et de qualité de sommeil après une intervention. Bien évidemment, très vite, s'est développé notre intérêt sur la préhabilitation, c'est-à-dire sur la préparation préopératoire de patients à qui on peut proposer différentes approches qui sont d'abord ce qui s'est beaucoup développé nutritionnel, c'est un peu centré là-dessus actuellement, sur l'intérêt de l'exercice physique et des préparations psychologiques. Mais aussi actuellement se développe, un peu grâce à la spécialité d'anesthésie-réanimation, la proposition
approche psychocorporelle, préopératoire de patients qui le souhaiteraient, ce qu'on essaye de mettre en place actuellement à Bicêtre avec, par exemple, une consultation d'hypnose préopératoire, mais pas uniquement. Voilà. Et donc, des pratiques telles que méditation qu'on peut proposer, acupuncture, des pratiques de techniques respiratoires, de gestion de l'anxiété, et des pratiques aussi avec un support technologique numérique comme la réalité virtuelle thérapeutique, qui peut être un support d'apprentissage immersif très très intéressant et qui peut avoir en fait une traduction mobile que le patient peut s'approprier par une application mobile sur le téléphone portable par exemple. Donc, proposer une éducation thérapeutique complémentaire avec une approche personnalisée et la possibilité d'une auto-médication non médicamenteuse, c'est vraiment une expérience qui est intéressante et qu'on veut développer pour le soin de l'opéré avec le bénéfice que peut apporter une nouvelle technologie. Voilà un petit peu le point de vue de l'anesthésiste réanimateur que je voulais vous proposer et vous transmettre. Merci beaucoup pour cette expérience inspirante au sein d'une structure qui n'était pas forcément formatée pour ça. C'est un vrai exemple. Alors on va prendre les questions dans la salle. Merci Jean-Philippe Lecoin, je suis cancérologue à Dunkerque. Je voulais poser une question à Alexandre. Combien ça coûte en sous de se faire labelliser et combien est venir en tant qu'humain? Et la troisième question, c'est est-ce que vous n'avez pas de structure, est-ce qu'une structure associative peut être labellisée? Alors déjà pour commencer à répondre, par rapport au troisième point, oui, une structure associative peut être labellisée. En ce moment, c'est beaucoup des réseaux de professionnels qui se sont liés, qui sont en demande à ce niveau-là. En termes de temps, ça va dépendre du candidat et de son fonctionnement, du nombre de pratiques et de praticiens dans la structure ou dans le réseau. Et en termes de coût, ça va également dépendre de la spécificité du candidat. C'est-à-dire qu'il y a un premier coût fixe qui va correspondre au déplacement de l'auditeur, à tous ces frais-là. Ensuite, vont s'ajouter le nombre de jours, justement, que va durer l'audit, et tous également les autres aspects à l'étude de l'audit. Je pense à l'audit de Calliope, par exemple, que certains peuvent connaître, qui justement va être indexé sur le nombre de jours, le nombre de centres, le nombre de praticiens et d'autres paramètres indépendants. Oui, également, en fonction du type de structure et du type de candidat, il peut y avoir des prises en charge par l'ARS ou par la CPM en fonction justement du lien et du projet proposé. Ça peut arriver sur certaines lignes de budget qui sont proposées. Je pense que oui, l'analyse de la qualité de vie au travail notamment et la qualité du soin notamment. Oui, bonjour. Une question par rapport à la validation. Sur quels critères vous validez les thérapeutes non médecins? Quand on connaît les difficultés, on a vu ça dans l'étude qu'on avait faite avec l'agence MSTA, les difficultés qu'on a pour repérer l'information validante. Sur quels critères sont validés les thérapeutes pour que vous puissiez labelliser une structure? Alors déjà, pour le label du coup des numéros, je dirais uniquement les professionnels de santé peuvent être labellisés. Donc ceux qui ont eu un parcours médical. Pour les professionnels, pour les non-professionnels de santé, faisant des pratiques indépendantes, je pense notamment à ceux qui travaillent dans des structures, ce sera via une structure ou un réseau avec un médecin référent que pour bénéficier justement de la labellisation et par définition du coup des prises en charge des mutuelles et assurances qui vont avec. Je voudrais juste dire qu'en fait, on a la chance d'avoir des 39 disciplines à l'Institut, Raphaël, avec des soignants qui sont considérés comme étant professionnels de santé et d'autres qui sont des professionnels de santé mais qui ne sont pas considérés comme tels. Et que ça a été très structurant l'engagement dans la labellisation, l'engagement de tous. Il y a eu un travail très intelligent, collectif, qui a permis de se remettre en question en tant qu'organisation
souvent en santé intégrative pour dire j'ai une conception de la santé globale, donc j'aime la santé intégrative. Mais ils ne font pas l'effort de s'intégrer l'un par l'autre, ou d'intégrer eux-mêmes d'autres soignants. Il faut que la santé intégrative ne soit pas synonyme de la santé globale, même si c'est une de ses valeurs, et qu'elle puisse accompagner ce processus mental d'intégration. On s'intègre soi-même, on intègre les autres. Donc moi, personnellement, je le vois plus comme une logique finalement structurelle d'organisation de réseau, plutôt que comme un soignant qui voudrait avoir un diplôme supplémentaire ou une labellisation supplémentaire. Après, à mon avis, chacun va y voir ce qu'il souhaite, mais c'est important qu'on témoigne de nos expériences. Et puis, on félicite le travail qui a été fait, qui a rigoureux accompagné avec le conseil scientifique, qui nous a en tout cas permis de nous structurer. Voilà, Julien. Merci, Julien Nantes. C'est très bien ce que tu dis, Alain, en même temps c'est extrêmement complexe parce que je crois que c'est un des deux du problème. À Nantes, il se trouve que l'Institut du cancer de l'Ouest, l'Institut anti-cancéreux, a fait un moratoire sur la pratique de toutes les thérapies complémentaires qui a duré 10 ans, suite à la pratique de réflexologie plantaire par une aide-soignante qui n'avait pas informé son chef de service ni l'établissement, avec une plainte de patients, une parution dans le Canard enchaîné et dans Paris-Match, et donc comme conséquence absolument dramatique, l'arrêt de l'hypnose, de l'hypnoanalgésie, de l'acupuncture, qu'il pratiquait au quotidien pendant 10 ans. Donc, vous voyez, c'est bien d'avoir un label pour tout l'établissement. Si on regarde ce que préconisait le rapport APHP 2013, c'est-à-dire quand vous travaillez dans un CHU, à la limite c'est plus simple parce que vous n'avez pas tellement de choix. C'est-à-dire que si vous faites intervenir une personne qui fait une thérapie complémentaire dans un CHU, il y a toute une série d'éléments à respecter qui vont du caractère que vous avez souligné professionnel de santé ou pas, du caractère diplômant ou pas de la formation reçue, de la validation par le chef de service et de la validation par l'institution elle-même. Il y a 2 mois, une demande de pratique de longue thérapie dans un service de chirurgie cardiaque. Je ne suis pas en train de faire de la médecine, de la chirurgie cardiaque. Tout ce processus a été évalué, chacune des 4 étapes. Alors, c'est ça un peu l'enjeu. Tu vois, je ne dis pas que l'Institut Raphaël est suffisamment pignon sur rue pour ne pas être inquiété, mais voilà, il y a un risque d'en faire avec de bonnes intentions. Si on a un qui rentre et qui n'est pas fiable et qui met en péril l'ensemble de la structure, ça peut avoir des conséquences absolument dramatiques. Oui, là vous avez tout à fait raison, c'est tout l'intérêt du label en fait, c'est justement de vérifier tous les professionnels, tous les intervenants directement dans la structure et justement de faire passer l'audit dessus, puisque c'est un audit de processus, justement on va faire un petit peu comme vous avez dit, c'est-à-dire qu'on va vérifier tous ces éléments-là et on va vérifier pour chaque professionnel justement intervenant dans la structure. Alors, on est dans le cœur d'un sujet important et c'est très intéressant. Vous avez les établissements de santé avec tout ce que ça comporte. C'est statutaire, en plus des statutaires, il y a une organisation, une méthodologie, etc. C'est des réseaux associatifs territoriaux qui sont dans un espace dédié ou pas dans un espace dédié. Et effectivement, quand une association, c'est une association, elle n'est pas un établissement de santé, il y a d'autres modèles. Nous, on l'a vécu comme étant structurant dans notre démarche, la sémantique, la rigueur avec laquelle on devait se percevoir soi-même pour être perçu. Donc c'est finalement la labellisation d'une organisation. Mais on ne l'a pas du tout vécu comme le travail qu'on doit faire nous-mêmes en interne pour la cohérence de la manière dont les professionnels doivent se comporter ensemble, la diplomation, rajouter une étiquette ou autre. Donc c'est vrai que labelliser une structure, qu'elle soit établissement de santé ou pas, associative ou pas, une organisation. Donc je pense que le label s'interroge aussi lui-même et va évoluer avec la demande. Mais on ne peut pas exclure le problème aujourd'hui, qui est la de validité des interventions thérapeutiques non médicamenteuses, des cadres, pour les professions qui sont reconnues et celles qui sont moins reconnues. Et le label n'est absolument pas un diplôme universitaire, une reconnaissance professionnelle. À mon sens, il est nécessaire dans le paysage, surtout lorsqu'il est donné de cette façon.
Mais il faudra qu'on fasse un travail, et avec Julien, et c'est pour ça que c'est important que lui le dise, le travail universitaire, le travail de reconnaissance des filières, y compris non médical, parce que vous savez bien, et Adam l'a dit très, très justement, on dit médecine intégrative, santé intégrative, et quand on dit médecine intégrative, on a l'impression qu'on joue dans le giron des médecins. Et quand on dit santé intégrative, on a quand même élargi, parce qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé, déjà reconnus ou moins reconnus, qui doivent rentrer dans ce système de parcours santé. Et donc on a des enjeux politiques sur cette thématique. Donc le label ne va pas arbitrer les enjeux politiques, et il doit se positionner intelligemment, et finalement c'est une mise en garde qui est indispensable sur la manière dont on le positionne. Il faut féliciter tous ceux qui travaillent durement pour créer. Il est vraiment dans la création. Dans un service hospitalier avec créer une culture, créer un label qui sort de pas grand-chose et finalement qui s'adresse à un marché complexe. Enfin, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir s'autocritiquer, faire avancer. Et je vous assure, pour l'avoir vécu, que ça donne aussi une dynamique de terrain et professionnel dont on n'a pas forcément la culture dans nos établissements de santé, même si on n'arrête pas de promouvoir la qualité. La qualité est beaucoup documentaire, administrative et aussi dans les process. Là, c'est une autre forme de qualité qui est regardée différemment. Il y a des témoignages pour ceux qui travaillent dans l'entreprise ou ailleurs. On peut encore prendre une question. N'hésitez pas. Alors, Isabelle qui va terminer. Un petit commentaire par rapport au label, ensuite une question sur la recherche. Je pense qu'il y a une demande du terrain parce que justement tu as aussi orienté le fil rouge de la journée, partir du terrain et voir comment toutes les disciplines peuvent éclairer les besoins. Et je pense que nous, on est sollicité en permanence par des patients et des collègues qui nous disent bon, j'ai un patient qui a envie d'intégrer justement telle ou telle pratique, où est-ce que je peux l'adresser? Et donc ça me paraît indispensable de pouvoir repérer et mailler un petit peu partout quelles sont les structures, parce que c'est demandé par les patients et par les collègues, et soi-même quand on veut adresser dans une autre ville. Voilà. Et je pense qu'effectivement le sous-bassement se fait sur les travaux du CUNY du ministère. Ma question pour Catherine, c'était, puisqu'on parle de structuration dans la recherche, c'était aussi l'apport de la recherche qui part du vécu patient. Parce qu'en fait, il y a quand même un renversement important qu'apporte la santé intégrative. On va intégrer l'évidence de la médecine, évaluer l'efficacité, mais on va aussi intégrer justement l'apport de la relation et le vécu patient. Si tu peux dire quelques mots par rapport à la recherche, notamment ton travail avec Claire Petit-Mangin, de toute façon. Oui. Effectivement, on rebondit sur ce qu'a pu dire le professeur Perlin. Dans la recherche, c'est des données, des preuves médicales, c'est aussi évaluer les coûts, bien évidemment, mais c'est aussi évaluer la satisfaction, l'expérience des patients. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est évaluer l'expérience des soignants. Et donc, dans les évaluations d'expérience, c'est des données qui sont sans doute avec des échelles de qualité ou de satisfaction qui sont très sommaires actuellement. Mais il y a un domaine neuroscientifique qui se développe et qui tient à explorer l'expérience subjective, en particulier des sujets, et c'est des techniques d'analyse descriptive des expériences subjectives qui sont très intéressantes, pour lesquelles la formation est possible pour les soignants et qui sont vraiment très intéressantes parce que ça donne une approche vis-à-vis de l'expérience subjective transmise par le patient au soignant qui est extrêmement fine et qui gagne beaucoup à être entendue. Donc il y a tout un domaine neuroscientifique qui vient des neurosciences qui est l'analyse de l'expérience subjective, en particulier une des maîtres en recherche de ce domaine-là, c'est Claire Petit-Mangin. Il y a des formations, ça s'appelle l'analyse subjective
qui sont possibles, en particulier pour les soignants. C'est vraiment un domaine qui nous intéresse et pour lequel je me forme également. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est juste pour une réflexion. Labelliser les collectifs, ça me paraît être assez fondamental aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de soignants non médicaux qui travaillent de façon précarisée dans leur coin, et qui n'ont pas de remboursement forcément, ils mettent du cœur à l'ouvrage, mais on a des situations complexes, on a des patients complexes, par exemple quelqu'un qui a vécu un inceste, qui va voir la sophrologue du quartier, qui fait un travail formidable, mais qui n'a pas forcément de logique d'intégration dans un parcours avec d'autres professionnels, qui ne peut pas forcément discuter de la situation, des besoins du patient, etc. Donc plutôt que de voir la réalisation comme une espèce de crédibilité qu'auraient des soignants dans leur exercice isolément, il faudrait l'avoir pour un accompagnement, un travail en réseau de qualité, comme une espèce de verrou à certaines dérives. Il ne faut pas faire le jeu d'une espèce de surenchère à la diplomation, mais plutôt de la promotion, d'organisation du travail. Et je crois que c'est vraiment la dynamique politique qui doit nous porter lorsqu'on porte la santé intégrative à l'échelle territoriale. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'on peut percevoir l'outil, à mon sens, et le valoriser. Donc, merci à nos deux orateurs pour cette table.